Bonjour à tous. Évidemment, on se dirige lentement mais sûrement vers la prochaine élection fédérale et il fait plaisir aujourd'hui de recevoir le candidat dans Berthier-Masquinongé pour le Bloc québécois, Yves Perron, qui est avec nous. Bienvenue dans nos studios. Bonjour, merci beaucoup de m'accueillir, c'est très gentil. On a pris comme résolution, si on peut dire, de mieux connaître les candidats, de leur donner aussi la parole, de leur laisser du temps d'antenne pour qu'on apprenne justement à mieux les connaître, mais aussi à expliquer, à parler de leurs idées, de leurs projets, de leurs plans, s'ils sont élus lors de l'élection du 19 octobre. Donc, on va partir un petit peu en vous demandant, M. Perron, un peu la motivation derrière. Évidemment, à chaque élection, il y a des gens qui se présentent dans toutes les parties, mais pour vous, la motivation qui vous a incité à sauter dans l'arène puis à mener cette lutte-là? D'accord, merci pour la question. En fait, c'est une insatisfaction par rapport aux résultats des dernières élections. Alors, quand on pense aux élections de 2011 ou si on pense aux élections de 2014, moi, je suis un gars qui est souverainiste. J'ai la conviction profonde que le Québec doit devenir un État indépendant le plus rapidement possible afin de contrôler tous ses leviers économiques, tous ses moyens pour développer son économie. Et son avenir aussi, préserver la culture francophone en Amérique, préserver la pérennité de notre nation, finalement. Et, bon, les résultats des élections n'étaient pas à mon goût, comme je vous ai dit. Moi, je suis quelqu'un je suis enseignant dans la vie, je suis prof au secondaire, à l'École des Rablières. J'enseigne l'histoire en secondaire 3. Et je suis très heureux dans ma vie. J'ai beaucoup de plaisir à faire le travail que je fais. Je fais beaucoup d'activités avec les jeunes. Je compte pas mes heures. Je m'engage beaucoup au niveau parascolaire, au volet culturel, le secondaire en spectacle festifilm. Je fais des voyages avec les jeunes aussi. Le dernier en liste, on est allé au Pérou l'année dernière avec des élèves du programme POM. Donc, un voyage humanitaire où là, on va les sensibiliser, dans le fond, à ce qu'ils ont. Quand un jeune de 17 ans revient dans sa maison après avoir passé une semaine dans les familles là-bas, à prendre sa douche à l'eau froide, on réalise qu'est-ce qu'on a, puis ça change les vies. Fait que c'est ça pour dire, je coupe ça là, mais j'étais pas malheureux dans ma vie, mais j'étais malheureux des résultats politiques. Et on se pose la question, puis les gens remettaient l'existence du Bloc en question. J'ai analysé la question moi-même. J'en suis venu à la conclusion qu'on a absolument besoin du Bloc québécois à Ottawa pour nous défendre. Et ben, à un moment donné, tu te poses la question, tu sais, OK, qui va être là? Est-ce que moi, je pourrais faire une différence? Fait que je me suis dit, tiens, je vais y aller, puis je vais essayer de faire la différence. Quand on a la conviction qu'on peut faire une différence, on se lance et on y va. On sort de sa zone de confort, comme on dit. Et c'est vraiment sortir de sa zone de confort. Là, ça, je peux vous confirmer ça à les gens qui nous écoutent à la maison. Là. Quand on pense qu'on sait dans quoi on se lance, on ne le sait pas vraiment. Moi, je suis un... Si je parle trop, vous me le dites. Allez-y, il n'y a pas de problème. Je suis un bénévole de longue date. Dans le mouvement indépendantiste, particulièrement avec le Parti québécois, avec André Villeneuve, qui est notre député ici, qu'on connaît bien. Avant M. Villeneuve, j'ai travaillé aussi avec M. Alexandre Bourdeau. Et donc, ça fait longtemps que je côtoie des gens du milieu. J'ai travaillé avec Pierre Paquette aussi dans le cadre du Bloc québécois. Et je pensais m'attendre à savoir à quoi m'attendre. Et finalement, c'est encore un petit peu plus gros, mais c'est passionnant. Alors, surtout que c'est une campagne qui est longue. Oui, absolument, c'est long. Mais il y a un bout de campagne qu'on avait prévu faire quand même. Moi, pendant l'été, là, on a eu une investiture à 3 candidats dans Berthier-Masquinongé. Donc, ça montre quand même que le Bloc est dynamique et vivant. Absolument. La date d'investiture était le 9 mai. Donc, depuis, je vous dirais, fin janvier, je sillonne la circonscription, je rencontre des gens, des militants. Et donc, on était déjà dedans. Pendant l'été, le plan de match, c'était de faire le tour des festivals, rencontrer les gens de façon plus informelle. Quand on a eu le déclenchement de l'élection au début du mois d'août, nous, au parti, on a décidé de maintenir notre plan de match. Okay. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas vu nos affiches rapidement. C'est sûr qu'au déclenchement des élections, les affiches n'étaient pas faites. Là. On avait 2 choix. On les fait en vitesse puis on les pose, ou bien on maintient notre plan de match initial, on respecte la période estivale pour les gens, puis on commence la campagne à fond au mois de septembre. C'est ce qu'on a fait. C'est pour ça qu'on est apparu là, sur les poteaux récents. C'est ça, de toute façon, je pense au début de la campagne, c'était l'été, puis je pense que les gens avaient d'autres choses à faire. Moi, je pense que les gens ont apprécié ça de façon générale. En tout cas, sur le terrain, ce que les gens me disent, ils font « Ah oui, ben oui, vous avez bien raison, on est déjà tanné de les voir, puis ainsi de suite. » Puis dans les festivals, les événements l'été, quand tu vois des pancartes électorales, je trouvais que ça jurait un peu dans le paysage. C'était pas le temps.
Je vais revenir un petit peu, vous avez glissé un mot, mais Oui. si on veut mieux vous connaître, vous avez dit que vous êtes enseignant à l'Érablière, c'est à Saint-Félix, Oui, à la Polyvalente. c'est ça. Depuis combien de temps? Ça fait 10 ans que je suis à l'Érablière. Ça fait 21 ans. Là. Je commence ma 22e année d'enseignement. Je suis en congé actuellement, là, mais j'ai quand même fait la rentrée pendant quelques jours avec les élèves. Là. Donc là, je suis en congé, mais c'est ça. Ça fait 21 ans que j'enseigne. J'enseigne les sciences humaines au secondaire. Moi, je suis un gars qui est formé en économie. J'ai une majeure en sciences économiques avec un mineur en sciences politiques communication. OK. J'ai une formation en administration, puis j'ai une formation en enseignement. Fait que ça fait 21 ans que j'enseigne, je suis très heureux là-dedans. J'ai 10 ans à Saint-Félix. Avant, j'étais dans la région de Joliette. J'ai été à Barthélemy-Joliette, puis à Thérèse-Martin. Évidemment, ça n'a pas rapport au volet fédéral, mais on sait aussi qu'il brasse plein de choses avec les étudiants. Là. Avec les professeurs. Oui, dans les écoles, on a votre degré. Vous ressentez à ce moment-là ce qui se passe là aussi. Oui. Fait qu'il y a un petit peu de mécontentement. Puis on ressent, vous dites qu'il n'y a pas de lien, mais des fois, il y en a. Ouais. On est en politique d'austérité, on ressent l'importance peut-être aussi de ne pas mettre quelqu'un d'autre qui veut aussi faire une politique d'austérité au fédéral. Parce que ça finit par avoir des répercussions. Il y en a qui tiennent à ça. Il y a déjà des répercussions, mais ça finit par avoir des répercussions à ce moment-là. Tantôt, on parle de mieux vous connaître. On parle que vous travaillez à Saint-Félix, mais êtes-vous de Saint-Félix? Non, moi, je suis natif d'Abitibi, de Sainte-Terre en Abitibi. Mes parents habitent à Chapais, à côté de Chibougamau. Je suis descendu aux études à Québec et Montréal dans un jeune âge. Et puis, j'ai marié une fille de Montréal, donc on s'est installé dans la Nodière par choix. On a choisi Saint-Félix-de-Valois puis la Nodière. Okay. On est très heureux, on adore la région. Fait que j'habite Saint-Félix depuis 1994. À la fois près et loin de la grande ville. À la fois près et loin de la grande ville. En même temps, ça avait l'avantage de ne pas trop éloigner de la famille, de la mère de mes enfants, et ça me rapprochait de la mienne un petit peu. Fait que, c'est ça. On a trouvé que c'était un compromis acceptable. On avait besoin de la nature. Vous savez, quand on a grandi dans la nature, c'est le fun de Montréal. Quand tu as 19 ans, là, tu vis un peu l'expérience de la grande ville, puis l'université, ça brasse des choses. Mais à un moment donné, tu vas avoir des enfants, puis tout ça, ça dépend. Chacun ses choix. Là, mais nous, c'est ça. C'est important pour nous d'avoir un environnement un peu plus vert, si je veux dire. À ce moment-là. Ouais. On sait, bien évidemment, on est en pleine campagne, mais tantôt, vous avez dit... on a décidé de suivre le plan de campagne qu'on s'était fait, donc les affiches sont apparues un petit peu plus tard que d'autres candidats. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'était pas présent sur le terrain, mais c'est ça. C'était la stratégie. Mais comment, c'est quoi les grandes lignes de votre campagne? Tantôt, on a parlé qu'en début, vous avez fait des festivals, aller serrer des mains, un peu de façon informelle. Puis, à partir d'aujourd'hui jusqu'à l'élection, ça augmente en cadence? Absolument. Là, je vous l'ai dit tantôt, je suis en congé, fait que c'est 24 heures sur 24, il faut que je dorme pareil. Un petit peu, oui. Mais une fois de temps en temps, on dort puis on mange, mais sinon, c'est vraiment du terrain. C'est d'être présent dans les événements, de faire du porte-à-porte aussi, des devantures d'épicerie. Okay. Des trucs comme ça. Vraiment rencontrer le plus de gens possible et puis répondre aux questions. Puis les gens ont des interrogations des fois. J'ai des gens qui me disent « Ah oui, mais là, moi, je suis souverainiste, mais je vais peut-être voter stratégique ou des trucs comme ça. » Bien, c'est de répondre aux interrogations des gens puis d'expliquer là où sont nos véritables intérêts. Et moi, je peux vous dire que nos véritables intérêts dans un vote stratégique, c'est de voter pour le Bloc québécois. C'est des gens qui travaillent pour nous, donc qui vont travailler pour vous tout le temps, sans compromis et sans être obligé de suivre une ligne de parti pan-canadien qui va essayer de gagner des votes en Colombie-Britannique ou en Nouvelle-Écosse. J'ai plusieurs dossiers dont je pourrais vous parler. J'imagine que vous allez me questionner. Tantôt, oui, c'est ça. Ouais. Vous venez vous m'avez glissé un mot tantôt aussi. Vous dites que, peu importe, peut-être même encore plus que jamais, la présence du Bloc québécois à Ottawa est importante. On sait qu'au niveau national, la question est revenue maintes et maintes fois. Tantôt, vous avez dit oui, le Bloc est important au niveau fédéral, mais expliquez-nous-le un petit peu plus. La présence du Bloc, pourquoi le Bloc est important? Est important. OK. Oui. Premièrement, des gens du Québec qui ont les intérêts du Québec à cœur. Je regarde la bonne caméra, là, c'est correct? Oui, c'est OK, c'est bon. Parce qu'on a 3 caméras ici, hein, pour les gens à la maison qui nous regardent. Gros équipement. On ne sait plus trop à qui regarder, c'est ça. Donc, des gens du Québec, qui proviennent du Québec et qui ont les intérêts du Québec à cœur, qui vont se lever haut et fort, pas pour avoir plus que les autres, mais pour avoir notre juste part. En attendant, parce que là, on est dans un système fédéral, je vous expliquais tantôt qu'on a, évidemment, on milite
pour un parti indépendantiste, c'est parce qu'on a la conviction que le Québec doit être un pays. Il faut toujours être conscient que c'est 46 milliards qu'on envoie chaque année à Ottawa, en taxes et impôts de toutes sortes. Et ce qui nous revient, c'est gérer, ces sommes-là sont gérées par une nation qui n'est pas méchante nécessairement ou quoi que ce soit, puis c'est pas une démarche anti-Canada, mais c'est une nation qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas la même. Donc, on remet un chèque à une nation différente qui va faire des choix en fonction de ses propres intérêts. Et c'est ça que ça fait la différence. Donc, dans le fond, c'est d'avoir des gens du Québec qui défendent les intérêts du Québec. C'est sûr qu'on est dans le système fédéral, il faut faire marcher ça un petit peu, entre guillemets, là, c'est comme, dans le fond, en attendant de faire les démarches indépendantistes. Donc, il faut être là pour voir, on a donné des sommes, est-ce qu'on a les services qui nous reviennent avec ça? C'est un peu ça l'idée. Et si on fait partie d'un gouvernement, il y a des gens qui me disent des fois, oui, mais il faut qu'on vote pour que les gens du Québec soient représentés dans le gouvernement. Bien, on en a là, des ministres dans le gouvernement conservateur. Est-ce que vous trouvez que ça a fait une différence pour préserver les intérêts du Québec? Moi, je pense pas. Puis un des exemples les plus forts qu'on a eu de ça, c'est en 1982, lorsqu'il y a eu le rapatriement unilatéral de la Constitution. Il y avait 74, M. Alain, 74 députés sur 75 à l'époque que comportait le Québec qui étaient des libéraux. Ça a servi à quoi? Ça n'a servi à rien parce que l'Assemblée nationale du Québec a demandé à ces gens-là de ne pas rapatrier unilatéralement la Constitution et ça n'a pas été respecté. Ça a servi, en fait, les 74 députés qui ont suivi la ligne du Parti fédéraliste, c'est ça qu'il faut garder en tête, ça a servi à justifier l'inacceptable. Ça a servi à dire, bien, voilà, les gens du Québec sont pour, les députés fédéraux du Québec ont voté pour. C'est ça le résultat. Alors que quand le Bloc est là, je veux continuer, de 93 à 2011, le Bloc a obtenu plusieurs gains. On peut parler de rapatriement de la gestion de la main-d'œuvre, de la formation de la main-d'œuvre, l'identification du déséquilibre fiscal, le scandale des commandites, la commission Gomery, c'est le travail du Bloc qui a fait sortir ça. Le Bloc était une opposition qui était extrêmement efficace. Puis les gens qui vont nous dire « Oui, mais là, vous allez là pour tout bloquer », c'est faux ça aussi. Savez-vous que le Bloc québécois a voté en moyenne à peu près 70 % en faveur des projets de loi du gouvernement? La ligne de conduite, c'est très simple pour le Bloc québécois. Est-ce que ça respecte les intérêts du Québec et ses champs de compétences? Est-ce que c'est bon pour le Québec? Si oui, on va voter pour. Puis des fois, avant de voter pour, surtout quand on est nombreux, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir une cinquantaine de personnes qui proviennent du Québec et on espère même plus, qui vont faire pression puis qu'on va demander des modifications. Quand il y a un projet de loi qui est proposé, bien, on peut dire, OK, ça, on a ça. Tel amendement, on vote pour. C'est ça la force, le pouvoir. Quand on me dit, oui, mais le peuple québécois, vous ne serez jamais au pouvoir, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce qu'on vous propose, les Québécois. On vous propose le pouvoir, on vous propose d'avoir un groupe de femmes et d'hommes élus ici qui ont vos intérêts à cœur, qui travaillent pour la cause du pays indépendant aussi. Il ne faut pas l'oublier. Vous savez qu'on s'en va vers des démarches. Là. Il y a des changements au Québec. On parle d'une nouvelle phase souverainiste. Il faut qu'on soit dans la bonne équipe pour amener le ballon dans le bon sens, comme dirait si bien mon chef. J'aime beaucoup son exemple de football. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui. C'est utilise ça pour répondre, puis dans le fond, tu fais un sport, peu importe, le football ou autre chose. Toi, tu penses que le Québec devrait être un pays à qui tu vas donner le ballon. Mais au niveau national, évidemment, les politiciens, ça lit les sondages, mais j'imagine que ça les interprète chacun à sa façon ou ça les motive à travailler. Mais bon, jusqu'ici, je ne sais pas, là, les derniers, il y a quelques semaines, le Bloc était un petit peu loin. Est-ce que vous sentez que ça revient? Moi, je pense que sur le terrain, c'est en train de changer. OK? Puis, ça n'a jamais été si mauvais que ça. Il faut se méfier des sondages. Je savais que c'est des petits échantillonnages. Parfois, il y a même des grands médias qui se permettent de publier des sondages qui ne comportent aucune marge d'erreur. Ça veut dire que ce n'est pas une méthode scientifique. Il y a 1000 personnes qui ont répondu, mais on ne sait pas c'est qui. Bien, ça vaut quoi entre vous et moi? Et moi, je passe toujours à la dernière campagne électorale, 2011. Au début de la campagne électorale, le Bloc était extrêmement fort dans les sondages. On devait même former l'opposition officielle, comme c'est arrivé en 1993. Comment ça a fini, 2011? 4 élus. C'est ça. Fait que là, on est en situation inverse. Moi, je trouve ça même plus confortable, je vous dirais. Parce que ça donne une motivation. Ça force tout le monde à travailler fort. Puis, je pense qu'on va créer des belles surprises. On prend quelques instants de pause et on revient. On parlera davantage des projets du candidat du Bloc québécois. À tantôt.
Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier-Savard au 480 Montcalm, l'Auto-Québec au coin sur la place du marché, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Nous voici à la deuxième partie de cette émission, une rencontre avec le candidat du Bloc québécois, Yves Perron, le candidat d'Albertier-Masquinongé. Bien sûr, on s'approche lentement, mais sûrement, du vote de l'élection fédérale du 19 octobre. On donne la parole là, à chaque candidat. Donc, M. Perron, on a parlé tantôt dans les premières 15 minutes. On a appris un peu mieux, on a appris à mieux vous connaître. On va parler un petit peu vraiment là, de la lutte qui se déroule sur le terrain, puis aussi les enjeux au niveau national. Comment vous la vivez? On parle, c'est un comté immense qui touche 2 régions, la Naudière et la Mauricie. Oui. Des gens, les gens de Berthier, la Noret, tout ça, nous, on va vers Joliette ou Montréal. Si on est à Louisville, Masquinongé ou Yamachiche, on s'en va vers Trois-Rivières. Fait que ça doit être pas facile à gérer. Saint-Boniface, on s'en va vers Shawinigan. C'est bien des dynamiques régionales différentes, mais en même temps, ça nous donne le gros privilège, puis je ne veux pas que ça sonne quétaine, mais d'avoir un magnifique comté. C'est extrêmement diversifié. C'est des beaux paysages partout, puis tous des gens intéressants. Fait que oui, c'est plus difficile, mettons, au niveau des dynamiques régionales, puis tout ça. Particulièrement, on en parlait entre les 2 sections, là, au niveau de la couverture médiatique. Oui. On a plusieurs hebdos régionaux à couvrir, et des fois, c'est pour 1, 2, 3 municipalités. Fait que des fois, une information qui est publiée dans la majeure partie du comté, bien, il y a certaines municipalités qui ne l'auront pas, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment une difficulté, mais en même temps, ça donne une diversité. C'est un comté qui est magnifique. Ça me fait plaisir. Moi, j'aime ça, me promener de toute façon. Dans la préparation, à ce moment-là, d'une campagne, c'est important, dans ces secteurs-là, d'avoir des gens là, qui travaillent avec vous, qui parlent. Absolument. Qui parlent pour vous aussi, là, pour ouvrir des portes et tout ça. Fait que ça... Je pense que la préparation se fait dans ce sens-là. Dans ce sens-là, on a des responsables dans chaque municipalité, dans chaque secteur. Puis quand on fait des tournées, idéalement, on est accompagné des gens du coin aussi, qui connaissent la réalité puis tout ça, puis qui nous font visiter les bons endroits. C'est effectivement, c'est super important d'être connecté sur le milieu, de savoir les besoins aussi. Vu qu'il y a des particularités différentes dans le même comté à ce moment-là. C'est un comté qui est immense, mais qui est magnifique. Quels sont les principaux projets, les principales idées? Qu'est-ce que vous voulez défendre par rapport au comté? Là? Les dossiers qui touchent le comté, il y en a un paquet. Hein? Je pense qu'un des principaux dossiers puis qui nous distingue aussi des autres partis, c'est le projet de l'éoduc Énergie-Est. Vous savez que ce projet-là est encouragé par les 3 partis fédéralistes. Donc, autant les conservateurs que les libéraux que le parti NPD est en faveur de ce projet-là. M. Mulcair a même dit que c'était une situation qui pourrait être gagnante-gagnante, ainsi de suite. À la distinction que le NPD nous dit, oui, mais on va avoir le processus environnemental. Mais ce qu'on dit de façon très claire, et je vous dirais même un peu plus clair dans le Canada anglais qu'au Québec, malheureusement, c'est qu'ils sont en faveur de ce projet-là, puis ils vont travailler à le faire passer. Nous, on pense que c'est un projet qui n'est pas acceptable. Il y a déjà des gouvernements locaux, la MRC de Dautré, entre autres, qui s'est prononcé contre. Il y a la MRC de Masquinongé aussi, qui a émis des réserves. Ça ne s'est pas prononcé formellement contre, mais ils ont dit, nous, si jamais ça devait nous être imposé, on a des conditions. Et les conditions qu'ils ont mis, que ça réduise le transport par train ou par bateau, et c'est pas présent. Qu'il y a des mesures de sécurité, ça ne peut pas être présent non plus.
Donc, c'est un projet qui c'est très grave. Je pense qu'il faut, faut prendre le temps d'informer la situation là-dessus. 1,1 million de barils par jour, ce serait le plus gros oléoduc jamais construit en Amérique du Nord. C'est énorme. Et ça, le jour où ça coule, M. Alain, ça pollue nos rivières, ça pollue nos terres, nos cours d'eau. Et vous savez qu'un seul litre de pétrole peut polluer 1 million de litres d'eau. Hein. Ça dépend comment c'est fait. Fait qu'il faut y penser comme il faut. Puis là, on va vous dire... ah oui, mais c'est des tuyaux flambant neufs, puis on a des systèmes de détection, puis ainsi de suite. Mais il y en a un qui a coulé cet été en Alberta. L'oléoduc datait de seulement 1 an et demi. Donc ça, c'est pas vieux comme tuyau pour moi. Là. Il y avait les meilleurs systèmes de détection possibles. Ils n'ont pas fonctionné. Ça a coulé pendant plus de 2 semaines avant qu'on s'en rende compte. 5 millions de litres dans une tourbière. Drôle de coïncidence. On veut traverser notre tourbière ici, dans le coin de la Norée. Là. Hein? Il n'y en a pas question. Et... ils sont même pas capables, la compagnie qui était Nexen là-bas, qui formulait des excuses, n'était même pas capable de dire à quelle date précise avait commencé le déversement. Fait que ça, c'en est un. Je reviens, je vais juste une parenthèse par rapport à ce sujet-là. La députée actuelle qui représente... Mme Brosseau. C'est ça. Elle mentionne, dans le fond, qu'elle va dans le sens des gens, mais son parti va autrement. C'est ce que vous... C'est ce qu'on... Moi, Mme Brosseau... Je fais la parenthèse avant, parce que quand on entre dans les dossiers, c'est important, je pense, de faire la ligne. Moi, je fais de la politique sur le contenu, pas contre les personnes. C'est ça. Et c'est ce qu'on s'était entendu de faire avec Mme Brosseau. On a pris la même entente avec M. Destrempe, ou Détrempe, tout dépendant de où on se trouve dans le Québec. Là. Il y a deux façons de le nommer. Et Mme Foucault, ça sera la même chose. Par contre, moi, j'aime ça quand les gens disent la vérité et répondent aux gens de façon honnête. Alors, ce que je demanderais à Mme Brosseau, c'est répondre... Dites vraiment qu'est-ce qu'il y en est, parce qu'il faut faire attention. Il y a des gens dans les comtés qui peuvent dire des choses, mais évidemment, les lignes de parti et tout ça, c'est les chefs qui influencent. Nous, au Bloc québécois, c'est très, très, très clair. On a même fait ici une conférence de presse avec notre chef dans la tourbière de la Norée, là, au printemps. Alors, nous, c'est clair, c'est une opposition formelle, et pour pouvoir bloquer ce projet-là que le Canada entier veut, on a besoin d'être nombreux, alors qu'au NPD... Puis c'est drôle, hein? Vous êtes-vous déjà posé la question, comment ça se fait que Northern Gateway et Keystone XL ne sont pas acceptables? En Colombie-Britannique, là, la nature est trop belle. Il n'y a pas eu d'études environnementales suffisantes. Les Autochtones n'ont pas été consultés. Mais au Québec, ça pourrait avoir de l'allure. Au Québec, c'est bon. Moi, ça me dérange. Je pense que c'est des procédés électoralistes aussi. C'est des dossiers... Fait qu'il faut faire attention. Qui mérite en tout cas, ça, je vous dirais, c'est un gros dossier. Là, parce que le jour où ce sera passé, là, il va être trop tard, il va être passé. Fait que ça, c'est absolument important. On a d'autres questions, évidemment, la gestion de l'offre. Vous savez qu'on est un comté qui est extrêmement agricole. Oui. C'est fondamental pour nous de conserver ce système de fonctionnement-là. Vous savez que c'est un système qui fonctionne sans aucune subvention. C'est difficile aujourd'hui de nommer une production agricole qui ne reçoit pas de subvention. Bien, les producteurs de lait, puis d'œufs, puis de poulet, puis ainsi de suite, ils n'en reçoivent pas parce que c'est réglementé. Ils s'auto-réglementent. Ils vont produire seulement les quantités qui sont nécessaires. On a un contrôle sur les prix, ce qui permet comme un énorme avantage de donner aux agriculteurs une stabilité de revenus. J'ai rencontré des gens, là, des fermiers, ils venaient d'investir 2 millions dans la ferme. Si tu n'as pas de stabilité de revenus, là, qui c'est qui va te prêter 2 millions? Personne. Puis ça, c'est des tailles, pas des tailles, mais des fermes de taille humaine. C'est ça. Hein? La moyenne des fermes au Québec, je pense que c'est 77 vaches. Il ne faut pas oublier que si on ouvre nos frontières, là, il y a des 10 000 vaches là, aux États-Unis qui s'en viennent. Là. Puis la qualité du produit, les consommateurs, on gagne là-dedans aussi. On a une assurance qualité avec les coopératives qui s'occupent de la distribution. Et dans tous les pays du monde qui ont laissé aller ces systèmes-là, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, la France encore cet été a dû débloquer des milliards de subventions d'urgence parce qu'ils sont tous en train de crever, parce qu'ils ont lâché leur système de gestion de l'offre. Fait que je pense que ça fonctionne. C'est un dossier que le Bloc, évidemment, c'est un comté évidemment, où il y a ça, beaucoup c'est encore un truc. Mme Brosseau, elle dit qu'elle va le défendre. C'est parfait, ça fait bien mon affaire. Mais au niveau de son chef, il a dit, bien, on va attendre de voir le traité, le texte de l'Alliance transpacifique avant de se prononcer. Moi, quand tu me dis ça en période électorale, ça me dit que tu ne me donnes pas de garantie. C'est important, ça, de protéger nos acquis. Puis même, moi, j'irais plus loin que ça dans la gestion d'offres, pour terminer là-dessus, là, c'est qu'il faut que ça arrête aussi d'être menacé. Moi, j'en ferais la promotion à l'international. À la place de nous demander d'enlever notre système, pourquoi vous ne faites pas la même chose chez vous? Ça fonctionne numéro 1.
on aura moins de transport, puis un paquet d'avantages au niveau environnemental, puis tout ça. Puis dans l'agriculture, il n'y a pas que des productions en gestion de l'offre non plus. Il faut penser, c'est pour ça qu'on est au Bloc québécois, on n'a jamais été anti-libre-échange. On participe au commerce international, mais il faut mettre nos conditions. La meilleure façon, au bout de la ligne, de mettre nos conditions tout le temps, quand on négocie des ententes internationales, ce sera d'avoir un État souverain qui va s'appeler l'État du Québec. Pour l'instant, on va être là et on va défendre. Vous faites la tournée, évidemment, des villages, des villes. Il y a des supports aux petites productions aussi. J'ai rencontré des petits producteurs qui disent qu'il y aurait besoin de plus de soutien. Oui. Il y a énormément de travail à faire en agriculture. Puis ça, c'est une de mes objectifs. C'est la base. De faire le tour. C'est la base de ce côté-là. Oui, je suis en train encore de faire le tour, de prendre le pouls des gens, de savoir c'est quoi le besoin, puis de défendre ces gens-là. Ça va être un de mes objectifs principaux. Il y a d'autres dossiers, j'imagine. Absolument, il y a d'autres dossiers. Défendre L'assurance-emploi, on est le seul parti qui promet de se battre bec et ongle à partir de maintenant pour que cesse le pillage, le pillage même, c'est un terme poli, le vol qualifié de la Caisse d'assurance-emploi. On prend l'argent là-dedans à tour de bras et tous les cadres financiers des partis fédéraux prévoient continuer à prendre de l'argent là-dedans, il n'y a pas de problème. Mais c'est un régime d'assurance, là. Puis posez-vous la question, je m'en vais chez vous, vous vendez une assurance habitation, là, puis je vous dis, ben là, tu passes au feu, tu as 4 chances sur 10 que je te paye. Est-ce que ça va vous tenter de cotiser dans mon régime? Malheureusement, les travailleurs n'ont pas le choix. Ils payent pour ça, puis c'est à peu près, c'est 4 personnes sur 10 qui y ont droit. C'est complètement inacceptable. Il faut que ça cesse. C'est ça, une des demandes du Bloc, c'est de rapatrier ça au Québec. Autre dossier, la pyrotite, plus dans la partie est du comté, Trois-Rivières, Saint-Étienne-des-Grès, Saint-Boniface. C'est épouvantable, cette histoire-là. C'est un drame, c'est une catastrophe naturelle qui ne pouvait pas être prévue par personne, qui est due partiellement à cause des lacunes au niveau de la réglementation fédérale. Ça vient d'être modifié, ça arrête de se modifier, là, mais ces gens-là, là, subissent ça. On parle de faillite personnelle, on parle de divorce, on parle de suicide. C'est des choses qu'on nomme pas assez souvent dans les médias. Comment ça se fait qu'il y a de l'argent quand il y a une inondation au Manitoba? C'est correct qu'il y a de l'argent quand il y a une inondation au Manitoba, là. Je suis d'accord. Indemnisons les gens, c'est par de la faute, tout ça, puis on essaie d'après ça de prendre des mesures. Mais ça devrait être similaire. Je viens de perdre mon fil, mais je pense que le micro marche encore. Mais c'est parce que je bouge trop. Mais comment ça se fait qu'il n'y a pas d'argent pour ici? Tu sais, quand on devient souverainiste, là, c'est pas parce que maintenant on décide là, ça serait le fun d'avoir un nouveau drapeau, là. D'ailleurs, on l'a déjà, notre drapeau, on n'a pas besoin d'un nouveau. Mais on regarde des situations comme ça, puis on se dit, à un moment donné, là, pouvez-vous m'expliquer la production forestière? Tu sais, on a beaucoup de forêts, là. On en a quand même dans le nord ici, hein? C'est surprenant qu'on a des gens qui vivent de ça. Et pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que le Nouveau-Brunswick reçoit 2 fois plus d'argent que le Québec pour lutter contre la tordeuse d'épinette? Regardez la carte du Canada, la superficie des provinces, là, puis la population. Moi, je vais vous le dire pourquoi. C'est parce que le Québec, on n'a plus de rapport de force à Ottawa. C'est ça. Pour des problèmes similaires, les réponses ne sont pas similaires partout. Bien, c'est ça. Puis à un moment donné, il faut qu'on se lève debout et qu'on dise ça suffit. Puis on avait notre voix avant 2011. Depuis 2011, on ne parle plus souvent de nous autres. Hein? On est rendu qu'on donne des subventions à Terre-Neuve pour qu'ils concurrencent Hydro-Québec aux États-Unis. C'est fort, ça. Pensez-y 2 minutes. C'est quelque chose. C'est plein. On donne des contrats de construction navale, 33 milliards. C'est les plus gros contrats de l'histoire du Canada. Rien au Québec. Pas une chaloupe d'aluminium. Voyons donc. Émile Davy a gagné des prix encore récemment là, comme étant le meilleur chantier en Amérique du Nord. Là. Il n'y a aucune justification à ça, sinon que, on va vous donner un chèque de péréquation, par exemple. Là, je suis parti sur l'indépendance, mais il y a encore plusieurs choses autres aussi à faire dans la région. On est sorti aujourd'hui sur les infrastructures. Il faut que le fédéral finance une plus grande partie. Actuellement, le fédéral finance 10 des projets d'infrastructure. C'est pas assez, là. C'est le palier de gouvernement qui a la plus grosse capacité financière. 46 milliards d'impôts. Et les besoins sont là. Et les besoins sont là. Puis quand on demande à une petite municipalité, là, Saint-Didas, Saint-Léon, Saint-Sévère, pensez aux petites municipalités qui n'ont pas une force de taxation énorme, là, qui doivent assumer présentement 76 des coûts. Là. C'est ridicule. C'est énorme. C'est ça. Fait qu'il faut, nous, on a proposé la création d'un fonds, une société de financement pour les investissements environnementaux. Donc, des projets qui auraient comme but ultime de réduire notre empreinte écologique et que le fédéral fournisse 50 des montants. Puis que le reste, ce soit les provinces. Puis le municipal. Le municipal, à 15 je pense qu'il ferait déjà une grosse part du travail. Puis c'est important. Puis là, on est en période de ralentissement économique. C'est pas le temps de tout couper puis de dire déficit zéro à tout prix, là.
On a des cadres financiers qui sont sortis cette semaine. Les besoins sont là, C'est pareil. encore S'il y a de l'argent à c'est investir, ça, ben, déficit zéro à tout prix. Puis on nous fait des prédictions de déficit zéro en se basant sur des prédictions de croissance économique. C'est assez ironique, hein? Le NPD se base sur les prévisions de croissance économique du Parti conservateur, qui vont critiquer demain. Et ils sont trop élevés, ces prévisions-là. Le directeur budgétaire du budget s'entend là-dessus, puis les critiques s'entendent là-dessus. Fait que ce qui va arriver, c'est quoi? C'est qu'ils vont nous couper encore. Le temps Faut faire file. attention. Le temps file. Oui, pardon, Peut-être je parle trop, je sais. Une petite conclusion. D'ici la fin, là, on poursuit le plan de campagne. On poursuit le plan de porte-à-porte, campagne, on rencontre les gens, on fait réaliser aux gens aussi qu'on travaille vraiment pour l'intérêt à long terme. Nous, on a un objectif, le pays du Québec, mais en attendant, on est dans le système fédéral qui ne travaille pas tout le temps pour nous. Là, il faut être là pour le faire travailler pour nous, pour aller chercher notre part du gâteau. Puis, tous les sondages s'entendent. Vous vouliez parler de sondages, tantôt, je vais vous en parler, vous allez être contents. Tous les sondages s'entendent pour dire qu'on va être un gouvernement minoritaire. Dans un gouvernement minoritaire, avec une quarantaine, une cinquantaine, une soixantaine de bloquistes, hein, soyons optimistes, on va l'avoir notre part. Puis on va travailler pour nos intérêts, toujours pour le Québec d'abord. Voilà. Voilà, c'était notre rencontre dans le cadre des élections fédérales avec le candidat du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé, M. Perron. Merci de nous avoir visités à CTRB et on vous souhaite bonne chance. C'est un grand plaisir et je reviendrai avec grand plaisir également. Au plaisir. Merci. Au revoir.